Donc, je m'appelle Alain Crave, je travaille à l'Ausure et mes thématiques de recherche, ce sont les flux sédimentaires, comment les modéliser, mais aussi comment les mesurer. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de faire un focus sur la mesure des flux. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est, à travers cette présentation, c'est de brosser un état général de l'état de l'art en quelques minutes sur comment on mesure les flux et sur surtout les interrogations que pose cette mesure. Alors, ça doit être ça. Voilà, très bien. Donc, ma présentation est décomposée en deux parties. Une partie, ça va être plutôt poser les questions et, qui a trait à la problématique de la mesure des flux. Et la deuxième partie, c'est en fait sur les moyens de mesure. Alors, une des caractéristiques des flux sédimentaires, c'est en fait vous avez des gradients très importants dans le système d'un cours d'eau en ce qui concerne les flux sédimentaires. Sur la partie supérieure, vous avez plutôt des particules fines qui vont se déplacer de façon rapide. Et sur la partie proche du fond, vous allez avoir des particules grossières qui vont se déplacer de façon lente. Alors quand je dis de façon lente, c'est à l'échelle, on va dire, d'un an. Vous allez avoir des temps de phase statique très importantes. Et donc si on fait une moyenne à l'année, eh ben, ces particules-là vont avoir une vitesse de déplacement beaucoup plus lente. Alors ça va poser un problème de mesure, parce que vous allez mesurer des choses qui ne vont pas à la même vitesse et qui n'ont pas la même taille, et a priori qui ne vont pas rester, en fin de compte, dans la lame d'eau de la même façon. Et donc, en fait, on traduit ça par des modes de déplacement différents. Alors, suivant la question que vous vous posez, eh ben, la mesure du flux sédimentaire va avoir une certaine incertitude. Je développe, c'est-à-dire que si vous posez un problème d'érosion, vous allez plutôt travailler sur les volumes, sur les masses. Et donc là, ce qui va vous intéresser, ce sont plutôt les particules grossières qui, elles, transportent l'essentiel de la masse et l'essentiel du volume. Si vous regardez un problème de polluants, c'est-à-dire que vous allez plutôt vous intéresser à la surface d'absorption que représentent ces particules, vous allez plutôt vous intéresser aux fines. Et à ce moment-là, la mesure que vous allez mettre en place peut-être présente des incertitudes différentes par rapport à la mesure qu'il faudrait mettre en place pour mesurer les particules grossières. Voilà. Alors, un point qui est quand même assez caractéristique avec les flux sédimentaires, c'est la variation temporelle. Ici, vous avez un graphe où on a représenté, grosso modo, on va dire le temps nécessaire pour qu'il y ait 75% de la masse qui passe à travers une station de mesure en fonction de l'air drainé du bassin versant de la station de mesure. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, vous avez, comment dire, pour un bassin versant qui fait 10 km², vous avez 75% de la masse qui passe en 2% du temps d'écoulement sur un an. Ça veut dire qu'en une ou deux crues, vous avez l'essentiel de votre masse qui est passé à la neige. Alors ça, c'est si on prend une statistique de crues en considérant les crues biannuelles, mais si vous avez des bassins versants où les événements extrêmes sont très importants, eh ben, c'est cet événement extrême qui va apparaître tous les 10 ans ou les 100 ans qui va, lui, complètement contrôler le bilan de masse. Donc là, vous avez une difficulté qui est majeure, c'est ne pas louper l'événement important qui va transporter vos sédiments. Et c'est d'autant plus important que votre bassin versant est généralement petit. Si vous travaillez sur le bassin versant de l'Amazone, ce n'est pas la même problématique. Mais je crois que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, un autre aspect, c'est en fait le problème de la source sédimentaire. C'est-à-dire que souvent, on a un peu l'impression que le bassin versant, il a des sédiments, et puis il suffit de mettre un flux d'eau pour qu'il réponde en termes de masse de charge en sédiment en fonction du flux d'eau. Et on s'aperçoit qu'il y a une variable qui est très importante, c'est la source sédimentaire qui, elle, peut s'épuiser à l'échelle d'une crue. Ici, par exemple, sur le diagramme de gauche, vous avez en bleu le flux d'eau, et en rouge, vous avez, alors c'est le flux sédiment. Et on voit qu'en fait, le pic du flux sédimentaire
en fin de compte, apparaît bien avant le pic de flux d'eau. Ça veut dire simplement que la source sédimentaire n'a pas pu continuer à fournir des sédiments au prorata du flux d'eau qui s'écoulait. Et donc, ce qui va générer, quand on regarde la concentration en fonction du flux d'eau, eh ben, une courbe qui n'est pas univoque, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, pour un même débit, des valeurs de concentration différentes. Donc, vous avez des hystérésis qui apparaissent. Et ça va être une des difficultés dans, en fin de compte, la modélisation des flux sédimentaires sur les bassins versants. C'est comment intégrer cette dynamique des sources en plus de la dynamique du vecteur de transport qui va être l'eau. Alors, ces deux aspects sur la variabilité temporelle et la variabilité des sources, eh ben, ça va conduire à un état de fait, c'est que si vous voulez vraiment estimer sans trop d'incertitude les flux sédimentaires qui passent à travers votre bassin versant, il va falloir un échantillonnage assez serré, notamment si votre bassin versant est petit et s'il a des sources sédimentaires qui s'épuisent très vite à l'échelle d'une crue. Donc ce qui veut dire, quelque part, que vous allez avoir un pas de temps de mesure qui, si possible, va être de l'ordre du dixième du temps de passage de la crue, d'accord ? Mais il va falloir suivre toute la crue. Il ne va pas falloir s'arrêter en cours de route. Hein. Ça va être une des difficultés. Alors, pour là, c'est juste une petite diapo pour dire, ben voilà, on est conscient, on l'a bien vu sur les exposés précédents, qu'il va falloir adapter la fréquence de mesure en fonction de l'hydrologie, donc notamment en fonction des crues, d'accord ? Ce qui nécessite une réactivité ou une automatisation de la mesure, okay, ou essayer d'aller chercher une mesure, un moyen de mesurer en continu cette variable. Après, il faut rajouter, il faut identifier les sources de sédiments. Alors, c'est les sources de sédiments qui peuvent être très ponctuelles dans le temps, hein, à savoir, nous on constate sur certains petits bassins versants, il suffit qu'il y ait des travaux de récurage des fossés, et puis là, votre rivière, elle va recevoir, en fin de compte, il va y avoir une réponse en termes de concentration très importante, parce qu'il y a eu une intervention sur le réseau de drainage de votre bassin versant. Alors ça peut être des sources sédimentaires qui ont été réactivées de manière naturelle ou de manière totalement anthropique. Et donc là, il va peut-être, suivant la source de sédiments, mettre en place plusieurs types de mesures. Donc, et puis après, ce qu'on va chercher, c'est essayer de faire des corrélations entre des variables de concentration de flux de sédiments avec des variables qui sont peut-être plus simples à mesurer, comme le flux d'eau. Même si le flux d'eau, déjà, il y a des difficultés, on va essayer de mettre en place ces relations-là. Mais pour mettre en place ces relations, il va falloir un jeu statistique important. Et donc là, constituer une chronique avec un suivi en continu dans différentes cas de figure, avec une gamme de débit très importante. Voilà, donc ça, c'est à peu près on va dire, les caractéristiques qu'on cherche à mettre en place. Alors, on va passer maintenant sur les différents moyens de mesurer. Donc, le moyen le plus classique, c'est l'alicote, hein, c'est-à-dire qu'on prend un échantillon. Et en fait, souvent, cette alicote est considérée comme une valeur, la valeur la plus sûre, a priori. Mais elle présente quand même un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est qu'elle est ponctuelle dans le temps, elle est ponctuelle dans l'espace, et elle est instantanée. C'est-à-dire que vos flux sédimentaires, notamment pour les grossières, il ne faut pas imaginer ça comme un flux continu, un espèce de tapis roulant de matière qui traverse la rivière. Vous avez des bouffées de très forte concentration qui peuvent apparaître notamment sur les grossières. Et là, votre alicote, des fois va le prendre, des fois ne va pas le prendre. Et du coup, vous allez avoir des incertitudes sur la mesure. Là, c'est juste pour vous donner un critère qui est très important quand vous prenez un échantillon par rapport à la vitesse du flux, c'est qu'il faut que ça soit isokinétique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de différence de vitesse entre l'entrée de votre préleveur et puis la vitesse qui est dans la rivière. Parce que pour les grossières, ça peut changer complètement le bilan et vous pouvez avoir, suivant la proportion de grossières que vous avez dans votre suspension, des erreurs qui peuvent être entre 20 et 50%. Sur l'alicote, hein, sur la mesure. Alors, il y a le mesure intégrateur qui, lui, tient compte du gradient de concentration verticale. Mais là encore, il faut que c'est des équipements qui peuvent être assez lourds et qui ne sont pas mobilisés sur les petits cours d'eau qu'on rencontre ici. Donc, il y a le préleveur automatique que vous connaissez pour essayer de pallier au fait qu'on n'est pas tout le temps là à côté de la rivière pour prélever
pour prendre des échantillons. Maintenant, ces préleveurs, ils ont un petit défaut, c'est qu'ils ont un nombre fini de prélèvements, et donc on peut ne pas balayer toute la crue, alors que tout ce qui est intéressant, c'est tout le signal par rapport au signal de flux d'eau qui passe pendant la crue. Alors, la turbidité. La turbidité, donc c'est une méthode optique, c'est-à-dire qu'on va envoyer une onde lumineuse et on va récupérer en fin de compte l'énergie lumineuse qui est défléchie ou réfléchie suivant un certain angle. Alors ça dépend de la granulométrie, de la nature de vos particules. Alors c'est une des difficultés de la turbidimétrie, c'est que en fait il va falloir faire une calibration empirique de l'appareil. Les modèles ne permettent pas de suite, en fonction de l'onde lumineuse que vous envoyez sur vos particules, de récupérer tout de suite la correspondance en concentration. Donc il faut faire cette courbe de calibration. Et quand on fait cette courbe de calibration, ici par exemple à gauche, vous avez une série de courbes en couleur qui représentent des granulométries différentes, à savoir que les pentes les plus fortes sont obtenues pour des matériaux très fins et les pentes les plus faibles sont obtenues pour des matériaux plus grossiers. C'est-à-dire que la turbidité, elle va être d'autant plus sensible en termes de réponse lumineuse, de l'énergie lumineuse que vous envoyez. Le retour va être d'autant plus fort que vous avez des faibles particules, on va dire, pour simplifier. Donc, vous allez être très sensible aux fines, mais vous n'allez pas être très sensible aux grossières. Donc, si votre problème, c'est un problème de masse, un problème de volume, eh bien, la turbidité ne va pas être forcément le moyen le plus pertinent, parce que les masses les plus importantes ne vont pas renvoyer forcément beaucoup de lumière. Alors, vous pouvez essayer de faire de la calibration in situ, ce qui est présenté à droite, et vous voyez que, en fait, pour en fonction des concentrations que vous allez obtenir, eh ben, vous avez une dispersion. Alors, c'est un peu normal, c'est-à-dire que pour les faibles concentrations, c'est souvent en période de faible débit d'eau. Donc là, vous avez une stabilité, on va dire, dans la nature des MES qui se baladent dans votre lame d'eau. Et alors que quand vous allez avoir des fortes concentrations, souvent c'est pendant les périodes où il y a des crues, et là, vous avez un panel de types de particules très différents. Et donc là, vous allez avoir votre turbidité qui va fluctuer du fait que vous allez avoir des réponses qui vont correspondre à des granulométries très différentes. D'accord ? Et on a bien vu avec les courbes de calibration que vous avez des sensibilités différentes de votre turbidité en fonction de la granulométrie. Le problème aussi avec les turbidimètres, si on met une sonde de turbidimétrie, c'est ce qu'on appelle le fouling, c'est la biologie. Hein, c'est toujours embêtant. On n'aime pas trop la biologie quand on fait des mesures physiques, parce que en fait, ça perturbe nos capteurs, et notamment le problème de l'encrassement des surfaces optiques avec des films, des biofilms qui, eux, changent complètement les propriétés optiques. Donc, il va falloir trouver des systèmes qui vont systématiquement nettoyer, et là, vous allez avoir des coûts qui vont venir de matériel plus cher, parce qu'avec plus de mécanique pour pouvoir faire un nettoyage efficace. Un autre moyen sur lequel on fait des études, donc là c'est plutôt du développement, c'est comment utiliser les appareils acoustiques qui servent à faire de la mesure de vitesse d'eau et notamment de débit d'eau pour récupérer une information sur la concentration en particules qui renvoie en fin de compte ce signal sonore qu'on envoie dans l'eau pour calculer la vitesse de l'eau. Donc c'est le problème, je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu parler des ADCP. C'est des appareils qui sont utilisés pour faire des courbes de tarage maintenant dans la plupart des DREAL. Et donc en utilisant ces appareils, donc ils vous donnent un champ de vitesse. Ici par exemple en rouge c'est les fortes vitesses d'eau et puis en bleu c'est les faibles vitesses d'eau. Bon là c'est une section un peu particulière puisque c'est au Pérou, mais on les utilise ici, donc ça donne à peu près ce même champ de vitesse. L'idée, c'est que là, vous avez une information qui est très haute résolution, spatialement. Donc là, vous n'êtes plus dans votre problème, où est-ce que je vais mesurer ? Je mesure tout, d'accord, avec très haute résolution. Et c'est de transformer, pour chaque pixel de cette information, de transformer le signal acoustique que l'on reçoit, l'amplitude, en concentration. Donc, le travail de recherche, il est là-dessus. Ce que je vais juste vous montrer, et je vais terminer par là, c'est qu'on a fait des essais sur l'Amazon, parce que je travaille aussi sur l'Amazon, et donc j'avais développé un appareil acoustique qui permet de faire des mesures.
Et voilà ce qu'on obtient comme image, c'est-à-dire qu'avec du traitement du signal, on peut séparer l'information qui est propre au film de l'information qui vient des sables, parce que je parle d'information acoustique. Et ce que vous avez là, en teinte d'échelle de couleur que vous avez à droite, donc à droite vous avez des grammes par litre, et ce que vous avez en tache jaune, en fait, c'est les bouffées de sable qui transitent, en fin de compte, au-dessus des dunes de fond qui sont au fond de l'Amazone. Donc, ce genre de technique, le gros avantage de ce genre de technique, c'est qu'elles ne sont pas vraiment intrusives. C'est des profileurs, c'est-à-dire qu'on peut être à une certaine distance et on va mesurer sur toute une distance, en fin de compte, plusieurs cellules de mesure. Ce qui permet d'avoir des images, après, derrière, de concentration. Voilà. Et après, c'était un tableau récapitulatif. Je vais m'arrêter là parce que comme ça, ça peut servir de support aux questions. Où je représente en fait entre l'échantillon, l'optique et l'acoustique, qui sont vraiment les trois approches pour faire de la concentration, pour mesurer de la concentration, les avantages, les inconvénients, et puis les tarifs, à peu près, grosso modo, de ces approches. Alors, on revient à cette question-là. C'est le problème que l'embouchure, l'embout, enfin oui, c'est l'extrémité du préleveur, la manière de le positionner, en fait, va dépendre de la vitesse de l'eau. Vous voyez le problème? Donc, il faut, ça dépend si, encore une fois, si on s'intéresse à des problèmes de... Si l'essentiel de la masse dans votre cours d'eau passe via des particules fines, il n'y a pas trop de soucis. On va dire l'orientation, l'angle ne va pas changer grand-chose. Là où ça va poser des problèmes, c'est dès qu'il va falloir, s'il y a une partie si vous vous intéressez à la masse et qu'il y a des sables qui circulent, effectivement, la façon de disposer, d'orienter l'embout par rapport au courant va être importante pour pouvoir capturer efficacement les sables qui circulent dans la masse d'eau. Et là, je n'ai pas de réponse, il n'y a pas de recette. Hein. Il y a aussi le positionnement de la sonde par rapport à la hauteur d'eau dans le cours d'eau. Oui. Donc c'est là la problématique en fait, parce que suivant le débit qu'il va avoir dans le cours d'eau, le positionnement de la sonde, sur votre schéma, là, le premier schéma que vous avez montré justement qui montre les turbulences qu'il y a dans le cours d'eau, voilà celui-là, la sonde, déjà, la sonde, on va la mettre pas très loin du rebord. Hein, du rebrèche. Et donc, bon, là, déjà, ça pose un petit souci. Et en plus, le fait qu'il y ait des turbulences, eh bien, on va prendre ou pas le flux. Il sera différent. Alors, nous, comment on travaille par rapport à cette question-là? On sait qu'il y a un problème dans la mesure. C'est-à-dire que quand on prend un échantillon, toutes les questions que vous venez de poser se posent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on répète. C'est-à-dire qu'on va prendre un échantillon, on va en prendre 10, et on va regarder, on va faire une espèce de calcul d'incertitude à travers un écart type sur la représentativité de la mesure que l'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui est rarement fait. Et vous faites un composite ou vous avez évité les 10? Non, on prend les 10. Non, on fait pas un mélange après. Ouais. Non, la question, c'est quand je prends ce volume-là, de cette façon-là, est-ce que j'ai une variation à conditions stables dans ma mesure? C'est le problème de la répétibilité. Alors c'est lourd, hein, on peut se le permettre parce que c'est notre métier, mais c'est comme ça qu'on fait, parce que ce qui est important, c'est pas d'avoir, on va dire, à notre niveau, vu les problèmes que l'on rencontre, il faut connaître en fin de compte la variabilité de la mesure. C'est aussi important que de faire une mesure. Et donc c'est ça qu'il faut mettre en place pour dire, voilà, quand je fais telle chose, je connais ma variabilité. En fin de compte, c'est ce qu'il faut faire. C'est pas de se dire, est-ce que quand je bouge là, je vais être meilleur ou non. C'est j'ai les moyens dont je dispose. Il y a un côté très pratique dans la mise en place des choses, et donc par rapport à la logistique que j'ai mise en place pour pouvoir faire cette mesure-là, quelle est la variabilité à cette condition-là? Et cette variabilité va évoluer en fonction du débit, hein, ça c'est clair, c'est évident.
Mais normalement, on travaille tout le temps comme ça. Mais il faut se permettre de faire 10 analyses au lieu d'une pour avoir une variabilité. Alors on le fait, on va dire, sur 2-3 cas de figure pour connaître l'incertitude de notre résultat. On ne le fait pas tout le temps, hein, sinon on ne pourrait pas. Alors c'est vrai que les capteurs optiques, par exemple, comme ils mesurent, on peut leur demander une mesure à haute fréquence, et bien tout de suite, au lieu d'avoir 10 échantillons, on en a 1000. On a 1000 mesures. Et donc avec ces 1000 mesures-là, eh ben, on peut faire une étude statistique pour dire, quand je mesure une turbidité, eh ben, elle varie dans une plage qui est de temps, avec une distribution statistique qui est de temps. Et donc on sait que ma valeur optique, ma turbidité varie de temps. Après, donc on a une espèce de calcul d'incertitude sur la valeur de la turbidité plus ou moins temps, et on va la convoluer à la courbe de calibration qui, elle aussi, a une incertitude. Et on fait un calcul d'incertitude. Et à partir de là, on a une mesure avec une incertitude. Et c'est normalement, toute mesure devrait être attachée à son problème d'incertitude. Et du coup, la question ne se pose plus dans ces termes. Non, je connais mon incertitude, je travaille avec. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est... J'aimerais bien poser une question. Est-ce qu'il y a des chantiers en Bretagne où il y a ces instruments? Comment vous avez fait vos choix? Alors, je sais que, bon, il faudrait voir avec Catherine exactement, il y a certainement, je pense qu'à Kerbernès, si vous suivez des chroniques, on essaye de comparer différentes sondes de mesure entre les échantillons qui sont pris avec des bouteilles et puis des sondes de mesure qui sont plutôt des sondes optiques. Mais c'est de façon très générale. Enfin là, c'est des travaux de façon très générale à l'échelle des recherches qui sont en cours. Là, j'ai présenté des résultats qui sont sur l'Amazone, mais je travaille avec des gens qui travaillent à Grenoble à l'IRSTA sur l'inversion acoustique. Donc au niveau national, on va dire une quinzaine de chercheurs à travailler sur ce problème de l'interprétation de la mesure, mais tout taille de bassin versant confondu, puisque notre problème, c'est effectivement, on a un mélange avec des granulométries différentes, des densités de grains différents. Comment on arrive à définir une incertitude sur la mesure optique ou la mesure acoustique, ou même la licote. C'est notre occupation. Un PO4 rapporté en P, on arrive grosso modo à du phosphore particulier, et de faire la corrélation entre les MES. Des fois, on voit qu'il y a une forte corrélation entre les MES et le phosphore particulier calculé de cette façon, et sur d'autres points, il n'y en a pas. Donc, je voulais savoir si cette façon de procéder, enfin cette réflexion-là, elle était correcte. On va dire, alors moi je suis pas en train de, je suis plutôt quelqu'un qui regarde plutôt les problèmes de masse, pas les problèmes de qualité attachés aux sédiments, pas pour l'instant. Mais ce que j'ai pu comprendre des collègues qui étudiaient cette question, il y a pas mal de gens qui font une approche empirique comme vous faites. Mais c'est vrai que les résultats disent que suivant les bassins, on est sur des rapports qui peuvent varier de 1 à 4. Donc ils appliquent un coefficient, mais c'est de façon très statistique. C'est-à-dire que c'est pour faire des bilans, on va dire, sur des plages de temps assez longues, pour, en fin de compte, minimiser ce problème de dispersion des valeurs en fonction du flux d'eau. Mais ils font comme ça aussi pour faire des bilans. Après, il y a des personnes qui regardent beaucoup plus en détail les dynamiques d'absorption, d'ésorption sur les particules en fonction des particules, mais c'est à l'échelle du laboratoire. Et donc, faire le transfert du laboratoire au problème de la rivière, c'est qu'on tombe sur le problème de la variabilité des particules, et là, on retombe sur un problème statistique. Mais je n'ai pas de résultat propre et clair pour dire la relation, elle est de tel ordre, enfin si elle est complètement linéaire ou si elle est plutôt d'ordre, une fonction non linéaire un peu plus complexe. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner ça. Mais il y a des chercheurs qui font exactement la même approche que vous.